Les prophéties bibliques du livre de l'Apocalypse, avec l'affrontement des forces du bien et du mal, deviennent réalité. Mais quel est le rôle du mystérieux crâne dans ce scénario? À première vue, les vampires n'ont pas leur place dans la théologie chrétienne. La prophétie biblique ne parle pas d'eux. Matteo Borini recommence donc l'examen de sa trouvaille. Il doit faire abstraction de tous ses préjugés sur les vampires et redonner vie à cette créature surgie du passé. Pour son enquête, il dispose de très peu d'éléments. Une vieille légende et un squelette incomplet, dont il manque presque tous les os sous la cage thoracique. 1, 1, 3, 113. 113. Ok. Par chance, il peut s'appuyer sur les outils modernes de la médecine légale, afin de recréer celui ou celle qui se cache derrière ce crâne. Une des premières étapes dans toute enquête médico-légale est la recherche d'indices sur ou autour du squelette afin de pouvoir reconstituer le corps du défunt. Il utilise une lampe spéciale pour examiner les os et la terre prélevés dans la fosse commune. Cette technique permet d'isoler les objets au milieu des matières organiques. Matteo Borini porte des lunettes qui filtrent les couleurs, tandis qu'il projette différentes lumières avec sa lampe. Il passe la terre au peigne fin et finit par trouver quelque chose qui n'a rien à y faire. Regardez ça, c'est très intéressant. C'est une perle tombée d'un rosaire. Et il y en a une deuxième. La lumière m'a permis de distinguer ces deux perles. Elles étaient claires sur un fond très sombre. Ce sont des indices sur la vie du défunt. Mais ces perles soulèvent de nouvelles questions. Elles semblent indiquer que la dépouille a été inhumée selon des rites chrétiens, et non comme un vampire démoniaque. À moins que le rosaire ne soit intervenu dans la mise à mort de la victime, comme la brique utilisée pour l'exorcisme d'un vampire. Quoi qu'il en soit, sa présence confirme la piste religieuse. Et après tout, le vampire de Venise est peut-être l'un des acteurs de la version biblique de l'Apocalypse. Il faut réécrire une page d'histoire pour savoir qui était cette personne, et ce 500 ans après sa mort. Il faut aussi comprendre d'où vient le mythe des vampires. Les vampires sont nos miroirs. Ils en disent long sur nous, nos valeurs et nos peurs. Donc, si on veut comprendre une période de l'histoire, il suffit d'étudier les vampires contemporains. L'image d'Épinal du vampire est celle d'un aristocrate au teint pâle. Éternellement jeune, à la fois séducteur et dangereux. Mais elle ne repose sur rien. Elle a été inventée par la littérature et le cinéma. D'ailleurs, le mot vampire est très récent. Il ne s'est répandu en Europe qu'au XVIIIe siècle. Pourtant, les créations littéraires ont des ancêtres bien réels, même s'ils avaient une allure et un nom différents. Ils appartenaient au groupe des revenants. C'étaient des morts vivants, sans âme ni conscience, qui hantaient la nuit. Ils ne survivaient pas en buvant le sang de leurs victimes, mais en dévorant leur chair. Contrairement aux vampires des fictions modernes, ces revenants faisaient partie de la vie des gens du XVIe siècle. Mais comment les imaginait-on à l'époque?
Et pourquoi croyait-on à leur existence? Le crâne retrouvé à Venise pourrait nous éclairer. Il faut à tout prix faire parler les ossements pour en savoir plus sur le défunt. Ce sera l'une des enquêtes scientifiques les plus poussées sur un corps de vampire. Malheureusement, c'est une course contre la montre. Le vampire de Venise a 500 ans et sa dépouille a subi les assauts du temps. Mais au niveau moléculaire, il reste peut-être des indices. Matteo Borini emporte sa trouvaille à Rome, à l'université Tor Vergata. Voici votre pseudo-vampire. Magnifique, très bien conservé. En effet. Il a rendez-vous avec Olga Rickards, anthropologue moléculaire. Elle va tenter l'impossible, extraire l'ADN du vampire. La science médico-légale moderne repose beaucoup sur les empreintes génétiques qui sont une mine d'informations. Malheureusement, les liaisons chimiques qui encodent les données se dégradent plus le temps passe. 5 siècles de décomposition ont peut-être gommé l'identité du vampire. Premier objectif, isoler assez d'ADN pour établir son origine ethnique. Les résultats des tests pourraient nous aider à comprendre la représentation qu'on se faisait autrefois des vampires. Au XVIe siècle, Venise était un port qui jouait un rôle central dans le monde connu. Il accueillait une flotte de 3000 navires et des voyageurs venus du bout du monde. Mais l'épidémie de peste noire a déclenché une suspicion envers les étrangers. Les chrétiens d'Italie voyaient peut-être les vampires comme une menace venue d'ailleurs. Les vampires incarnent tout ce qui fait peur. À l'époque, les gens craignaient ce qui pouvait envahir l'Europe en apportant des maladies, une religion différente et une autre culture. L'étranger était considéré comme menaçant et maléfique. Il faut donc déterminer si les ossements retrouvés appartiennent à un Vénitien ou à un étranger, ce qui pourrait nous éclairer sur l'image des vampires en Europe. Mais il faudra plusieurs semaines pour savoir s'il reste assez d'ADN. La science du XXIe siècle va lever un coin du voile sur les vampires du XVIe siècle. Matteo Borini rentre à Florence. Le crâne n'a pas livré tous ses secrets. Avant tout, il faut répondre à une question fondamentale. Sommes-nous face à un homme ou à une femme ? Aujourd'hui, les vampires de la culture populaire sont presque toujours des hommes. Les choses étaient-elles différentes au XVIe siècle ? En temps normal, on peut facilement connaître le sexe du défunt. Le bassin d'une femme est plus large et plus mince, avec un canal utérin arrondi. Mais ici, cette partie du corps est manquante. Je ne peux pas être sûr parce que le squelette est incomplet. Je n'ai que le haut du corps. Pourtant, à lui seul, un crâne peut être très instructif.
notamment grâce au processus mastoïde.